Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal. Le premier mois de vacances scolaires touche à sa fin et si vos enfants s'ennuient, eh bien les tickets sport culture sont encore en vente en mairie de Sarreguemines. Jean-Michel Albertus en charge des sports à la ville de Sarreguemines et Jean-Claude Cunat, adjoint au maire en charge de la culture, seront mes invités dans quelques instants. Stéphane Muscovitz, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être avec nous. Vous êtes coordonnateur sécurité et protection de la santé pour l'entreprise Dekra Industrial. Coordonner, prévenir, planifier, sécuriser, c'est votre fonction et vous allez nous la présenter tout à l'heure. Merci. Merci d'être avec nous. On va le découvrir dans un instant. Passons d'abord en revue les infos à retenir de ce mercredi. Le youtubeur Bruno Maltor met en avant les atouts du Pays de Beach. Il a arpenté les forêts, le fort du Simserhof ou encore le château du Falkenstein pour faire découvrir le Beacherland à près de 100 000 abonnés qui le suivent sur YouTube, mais aussi sur son compte Instagram. Une vidéo à retrouver dès maintenant. Semaine sportive pour 90 footballeurs à Rimelin. Ils sont âgés de 5 à 13 ans et participent à un stage organisé par l'Alliance 2008. Le thème est la Coupe du Monde féminine, un événement qui a d'ailleurs permis d'attirer plus de footballeuses. Elles sont 12 à s'être inscrites au stage cette année. Tous travaillent ensemble sur des ateliers pour apprendre des techniques différentes. Un nouvel atelier pour Gerbeau France. L'entreprise de Rémelfin, spécialisée dans l'outillage de précision pour l'industrie automobile et aéronautique, possède désormais un espace à la pointe de la technologie et d'une superficie de 500 mètres carrés. Un investissement de plus d'1 million d'euros qui va permettre de pérenniser l'activité. En septembre, elle comptera également 3 nouvelles embauches. Le chantier de transformation de l'usine Smart à Ambar avance. Un paint shop pour la carrosserie du SUV Mercedes, un atelier de ferrage sur 40 000 m² et l'agrandissement d'une aile pour l'assemblage de la Smart électrique sont en cours de construction. Le chantier doit s'achever à l'automne pour produire le nouveau SUV électrique de Mercedes. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. On continue ce journal avec la météo. 80 départements sont en vigilance orange canicule aujourd'hui. La Moselle en fait partie. Demain sera la journée la plus chaude de la semaine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, aujourd'hui et demain notre département sera placé en vigilance orange pour canicule. Même les plus basses températures du matin seront déjà élevées avec de 23 à 25 degrés. Les températures maximales seront comprises entre 37 et 40 degrés. Demain nous sommes le jeudi 25 juillet, nous fêtons les Jacques. Le soleil nous accompagnera de 5h55 à 21h21. Passez une très belle journée en notre compagnie et à demain. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Pendant les vacances, la société d'escrime et de tir de beach propose une initiation au tir pour les jeunes. Le stage permet d'apprendre la pratique à 10 mètres sur cible à la carabine. Uranie Tozic nous en dit plus. L'objectif n'est pas d'en faire des champions, mais bien de leur faire découvrir le tir sportif. En 3 jours, ces quelques jeunes vont apprendre les bases et réglementations nécessaires. Carabine en sécurité, vous enlevez votre drapeau. C'est la sécurité en premier. Tout ce qui est sécurité, les armes toujours en sécurité, dirigées vers les pas de tir, vers les cibles. Une fois les consignes de sécurité apprises et une présentation du matériel, notamment de la carabine et du pistolet laser, place à la pratique. Ils apprennent la visée, le lâcher, et après, petit à petit, la position de tir. Alors les jeunes qui sont là en formation pour l'initiation au tir, au bout d'une heure, ils savent plus ou moins déjà maîtriser leur arme en sécurité. La grosse difficulté, c'est le lâcher, c'est-à-dire la position du doigt sur la queue de détente. Il faut que le lâcher soit volontaire, progressif et contrôlé.
Dans l'ensemble, les tireurs débutants s'en sortent plutôt bien. Cela fait déjà 2 jours qu'ils s'entraînent. Et le 3e jour, c'est là il y a tout qui est préparé pour un petit challenge entre les tireurs sur différentes cibles. Cette initiation leur permet une maîtrise de soi et une meilleure concentration, de quoi éveiller certaines vocations. Et la prochaine session se déroulera du 5 au 7 août, puis une nouvelle session aura lieu du 12 au 14. Une participation de 15 € est demandée pour les munitions et les cibles. Le club a été créé en 1932, puis fermé pendant la guerre et repris en 1956. Depuis, il ne compte pas moins de 130 membres âgés de 8 à 80 ans. Le secrétaire général du club nous donne plus de détails. Alors comment se porte le club et est-ce que vous avez des projets ? Écoutez, à l'heure actuelle, le club se porte très bien. Donc, nous avons 130 sociétaires, une très belle école de tir avec plus de 40 jeunes. Alors, nos projets, bien sûr, c'est continuer notre développement sportif, mais éventuellement envisager et développer notre infrastructure, notre club qui date déjà d'une certaine époque, qu'il faudrait effectivement remettre au goût du jour. Donc, de nouvelles installations, donc en partenariat avec la ville, avec les collectivités territoriales pour mener à terme ce projet. Alors le fait que vous vous portez bien, est-ce que c'est aussi dû à vos sportifs de haut niveau ? Ah bien sûr, hein, le sport de haut niveau, ça fait partie de l'esprit beach. Donc à l'heure actuelle, on a 11 tireurs qui sont actuellement au championnat de France à Moulins pour concourir donc la discipline du 25 et du 50 mètres. Déjà une bonne nouvelle, Emilien Chassa qui est médaille de bronze dans sa discipline et on sait déjà qu'il est retenu pour la Coupe du Monde à Rio de Janeiro au mois de septembre et en fonction de ces résultats, on espère une participation, une sélection pour une équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et ce serait donc notre 5e participation des Jeux Olympiques, donc tout cela est très prometteur. Et alors, est-ce que tout ça, ça vous permet d'avoir une bonne image au sein de la communauté et dans le pays de beach ? Alors l'image, à mon avis, elle est plus que remarquable. Hein. Nous sommes très très bien intégrés au sein du pays de beach. Nous participons à toutes les activités associatives et d'ailleurs j'invite tout le monde à nous retrouver aux estivales où on mettra en place un stand de tir laser où vous pourrez découvrir le tir sportif en toute sécurité. Et je peux éventuellement faire le parallèle à notre activité majeure, le tirathlon, au mois de septembre. Le 1er septembre, à l'étang d'Azelfurt, à notre installation extérieure, vous pourrez faire VTT, de la marche et l'après-midi, vous pourrez pratiquer le tir à la carabine aux 10 mètres et aux 50 mètres. Faire de nouvelles économies, gérer les dépenses au plus près est devenu le leitmotiv dans les structures intercommunales. À Beach, le marché de la collecte des déchets ménagers, confié à un prestataire externe, est arrivé à son terme. Une belle opportunité puisque l'appel d'offres va permettre de réduire la facture de manière considérable. Voté à la majorité, cette économie a tout de même fait l'objet de 5 oppositions et 7 abstentions au dernier conseil communautaire. Reportage de Francis Hoffman. Voici l'histoire d'un appel d'offres qui permet de réduire sur une durée de 8 ans le coût de ramassage des ordures ménagères de 1,2 million et qui trouve des opposants. Nos déchets auraient-ils de la ressource à ce point ? En tout cas, certains élus ont réagi lors du dernier conseil communautaire, comme si le territoire et ses habitants pouvaient se passer de cette économie substantielle. Nous nous sommes intéressés de plus près au dossier. Tout d'abord, il faut savoir que le coût global annuel de la collecte et du traitement des déchets s'élève à près de 8 millions au pays de Beach. La collecte qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui représente le 5e, soit environ 1 million. Le prestataire Veolia Onyx Est intervient pour la collecte depuis 1978. Tous les 8 ans, la société a répondu à un nouvel appel d'offres et l'a remporté. Mais la roue a tourné. À partir de 2020, le marché sera attribué à Éco-Déchets Environnement. La différence de prix est de 1,2 million d'euros. Depuis 2015, Éco-Déchets a des marchés, a une douzaine de marchés importants qu'elle a décrochés et que ces intercommunalités sont toutes satisfaites des prestations de cette société. L'appel d'offres a été instruit par le bureau d'études indépendant OPTAE. Il fait partie d'un marché qui porte sur une étude complète sur les ordures ménagères au pays de Beach. On a préféré donc faire appel à ce cabinet OPTAE qui a toutes les références techniques, qui a toutes les expertises juridiques, qui connaît bien son métier. Si certains se sont inquiétés de l'avenir des 10 salariés de Veolia, la communauté des communes avait anticipé et intégré ce volet social dans l'appel d'offres.
L'ensemble du personnel sera ainsi repris par Éco-Déchets Environnement. C'est de la déontologie de l'activité qu'il veut dans ce genre de marché, que le personnel soit repris dans les mêmes conditions que l'exigent certains codes de travail dans le domaine des déchets. Alors, au final, avec les économies réalisées, pouvons-nous espérer une baisse de la taxe aux usagers? Peut-être les baisser un jour. La situation compliquée, c'est notre SIDEM, qui a été repris de main de maître. Je dis de main de maître, mais pour une plus grande transparence dans les chiffres et tout ça. Et on sait exactement que nous ne sommes pas au bout de nos peines concernant cette institution. La dette du SIDEM reste une inconnue qui peut fortement impacter le budget global des ordures ménagères. Mais elle n'est pas la seule. Dans un contexte où la protection de notre environnement devient une préoccupation grandissante, il serait illusoire d'espérer, même en faisant des économies par-ci et par-là, que le coût du tri, de la collecte et du traitement des déchets puisse un jour baisser de manière significative. Gerbeau-France s'agrandit. La société possède désormais un nouvel atelier d'une superficie de 500 mètres carrés. Il a été inauguré vendredi en présence du sous-préfet. Regardez. Un nouvel atelier tout équipé et à la pointe de la technologie. Gerbeau-France possède désormais une extension de 500 mètres carrés afin de confectionner ses ébauches en acier. Il a été inauguré vendredi en présence du sous-préfet. Une occasion de montrer le fonctionnement de l'entreprise aux élus. Cet atelier comprend un magasin où stocker la matière, plusieurs machines pour débiter, fraiser et traiter thermiquement les sections d'acier. L'usinage des pièces s'effectue encore dans l'ancien bâtiment d'une superficie de 1000 m². La construction du nouvel atelier a débuté en octobre 2018 et s'est achevée en mai 2019. Il représente un investissement nécessaire pour la santé de l'entreprise Gerbeau-France. Alors actuellement, on sait que l'automobile passe une période un peu difficile. Donc on a une perte d'activité à ce niveau-là, mais qu'on compense avec le nouveau bâtiment et le pré-usinage des pièces. L'activité de l'aéronautique se porte bien, donc ça compense un peu la baisse automobile. La société Gerbeau-France exporte près de 60% de sa production en Allemagne, en Afrique du Nord, en Inde, en Chine ou encore au Mexique. Les objectifs, c'est de suivre et d'accompagner nos clients pour lesquels on travaille déjà beaucoup en Europe, qui sont en train de s'implanter dans des pays émergents, en Afrique du Nord, en Inde. On est sur une niche, un produit bien spécifique, donc le nouveau bâtiment va nous apporter le fait d'être complètement autonome, de ne plus être tributaire d'une société pour fournir les ébauches. Le coût de ce nouvel atelier est d'1 million d'euros, dont 350 000 pour les machines. Cet investissement va permettre de pérenniser l'activité de cette société, mais aussi l'emploi sur Rémelfin. En septembre, Gerbeau-France comptera 3 nouvelles embauches. Cette semaine, le club Alliance 2008 organise à Rimelin un stage de football pour les enfants âgés de 5 à 13 ans. Une initiative qui rencontre un grand succès, notamment auprès des filles. Un reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Moins d'un mois, c'est le temps qu'il aura fallu au club Alliance 2008 pour attirer 90 stagiaires. Il n'y a plus une seule place de disponible pour la 3e édition de cette manifestation, dont l'objectif est de proposer une activité aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Parmi ces jeunes footballeurs, on retrouve 12 filles, amoureuses du ballon rond, comme les garçons. Le foot aujourd'hui, il faut se le dire, c'est plus seulement les garçons, c'est aussi les filles. Et le club organisateur de ce stage à Rimelin sait de quoi il parle, lui qui a vu le foot féminin se développer grandement au sein de ses effectifs. On a fait une porte ouverte en juillet 2018, on était à ce moment-là 10 licenciés féminines, on est aujourd'hui, après un an de développement, déjà à 50 licenciés. L'objectif c'est encore nous développer davantage. La médiatisation croissante du foot féminin et l'organisation cette année en France de la Coupe du Monde ne sont pas étrangères à cet engouement. Prenons les exemples de Wendy Renard ou d'Eugénie Le Sommer, des filles présentes lors de ce stage souhaitent aussi un jour intégrer la sélection française. Mon rêve, c'est jouer dans l'équipe de France féminine. Donc c'est déjà un grand truc, donc il faut que j'y arrive. Et
j'essaierai de ne pas baisser les bras et toujours de continuer. Par leur qualité et leur volonté, les joueuses parviennent à se faire respecter. Au début, les garçons, ils ne nous acceptaient pas parce qu'on était peut-être moins fortes qu'au début, non. Et maintenant, on compare et vraiment, ils ont vraiment changé. Ils nous acceptent comme on est, du coup, c'est trop bien. Des propos qui iront droit au cœur des organisateurs du tournoi. On a aussi toutes ces valeurs de respect qu'on essaye de transmettre à nos jeunes depuis la création du club, mais aussi les liens entre les différentes générations. Ces graines de champions et de championnes ont jusqu'à vendredi pour s'adonner à leur passion. A noter qu'en plus de taper dans un ballon, ils réalisent d'autres activités sportives et créatives. Une semaine de vacances riche en distractions. Les travaux à toute vitesse à Smartville, le chantier de transformation de l'usine Smart, doit s'achever pour l'automne 2019. Objectif, produire un nouveau SUV électrique de la gamme Mercedes. Un défi contre la montre pour les prestataires extérieurs, en plein dans le gros œuvre. Au plus fort de l'activité, 1000 personnes interviendront sur le site. Entre grues et pelleteuses, Jean Birkel a capté l'effervescence d'un projet piloté par Bernard Lejeune. Voici une vue de Smartville le 29 mai 2019. Sous nos yeux, la plateforme qui servira à accueillir l'atelier de peinture appelé Paint Shop. Et voici ce même lieu, vu du sol, à peine un mois plus tard. C'est ici qu'on déploie 175 colonnes de béton destinées à accueillir un bâtiment sur 2 niveaux de 13 000 m² chacun. Le Paint Shop permettra la mise en peinture de la carrosserie du SUV Mercedes qui sera produite ici dès l'automne 2020. On va dégraisser la carrosserie, on va la rincer, on va appliquer une première couche de cataphorèse, on passera dans un four à 180 degrés pendant une demi-heure à peu près. Ensuite on ira au niveau le plus bas pour mettre le colmatage. Après le colmatage, on préparera la carrosserie pour recevoir la peinture et l'application peinture se fera de nouveau au 2e niveau. En ce qui concerne la conception du bâtiment, sur une surface très réduite, ici on arrive à reproduire le processus IP2 qui est très respectueux de l'environnement. Les carrosseries seront formées dans cet immense hall de 40 000 m² qui jouxte l'ancien bâtiment Holman, transformé en dépôt logistique. Sous ce squelette d'acier et de béton s'opérera le ferrage, le procédé de soudure et de collage des emboutis qui constituent la carrosserie. Donc 40 000 m² de superficie pour l'atelier de ferrage qui sera rejoint par un tunnel de 430 mètres de convoyeur. Convoyage qui nous permettra d'acheminer les carrosseries brutes du ferrage vers l'atelier de peinture. Autre point névralgique du chantier de Smartville, l'agrandissement de l'aile 1500. C'est ici que sera prochainement assemblée la Smart électrique. Ce bâtiment, de 15 000 m², servira pour un tiers à la production et pour 2 tiers à la logistique. Pour fabriquer 2 véhicules sur un même site, il fallait nécessairement faire de la place. La fin de vie de la Smart se passera ici. On continuera à produire la Smart dans ce bâtiment-là. Qui dit fin de vie, dit probablement après 2024, date à laquelle la Smart devrait être produite en Chine. Et pour se faire une idée de la taille de ce chantier, voici quelques chiffres marquants. La surface totale construite représente 13 terrains de football. Le volume de béton pour les dallages équivaut à 7 piscines olympiques. Quant au poids des armatures, charpentes et façades métalliques, c'est simple, c'est le poids de la Tour Eiffel, soit 10 000 tonnes. Stéphane Muscovitz, sur un chantier comme celui-ci, ou comme sur tout autre chantier d'ailleurs de bâtiments, de génie civil, il est nécessaire de faire appel à un coordonnateur sécurité et protection de l'environnement. Pourquoi ? Alors c'est un coordonnateur sécurité et protection de la santé. De la santé, pardon, voilà. Je me suis trompée. En fin de compte, c'est le législateur, au vu des nombres d'accidents, qui a dit on va mettre en place une personne spécialisée, on va dire un spécialiste de la coactivité. Cette personne est mise en place dans la phase de l'avant-projet de tout gros chantier et il suit après la phase conception et la phase réalisation de toute usine, de tout bâtiment, de toute œuvre architecturale jusqu'à la fin pour délivrer ce qu'on appelle un dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage. C'est une obligation de faire appel à ce C'est une obligation légale depuis 1995 qui a été mise en place, la loi a été mise en 1994 et c'est obligatoire depuis 1995 d'avoir un coordonnateur. On rappelle qu'il y a environ 2400 postes de ce type, 400 personnes qui sont coordonnateurs SPS comme on les appelle en France. Donc
Dans quel cas est-il obligatoire ? Quels sont les critères pour que cette personne soit obligatoire ? Alors actuellement, oui, c'est 2400 postes de coordonnateurs, on va appeler ça comme ça, à peu près, sur toute la France. Pour pouvoir accéder à cette fonction, qui n'est pas un métier, il faut avoir un cursus auparavant dans l'architecture, dans la gestion de projet, de maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Dans le cas présent pour ma part, c'est niveau 1, donc c'est 5 ans en phase conception et 5 ans en phase réalisation. 10 années de formation ? Voilà, non, de formation non, de travaux. Pour accéder à la formation de coordonnateur SPS niveau 1. Alors vous avez dit niveau 1, il y a combien de niveaux ? Il y a 3 niveaux. Le niveau 3 étant le niveau de petites opérations, le niveau 2 de moyennes opérations et le niveau 1, c'est vraiment les très grosses opérations. D'accord. Si le maître d'ouvrage ne fait pas appel à un coordonnateur SPS, il risque une pénalité ? Alors le maître d'ouvrage déjà doit faire appel à nous dans la phase avant-projet. Parce que c'est la loi tout simplement qui lui demande, et en fin de compte, lorsqu'on va faire cet avant-projet, on va pouvoir définir au vu de l'opération les différentes interactions, le planning, et pouvoir mettre en place justement tout ce qu'il faut pour pallier à tout risque de coactivité ou de risque pour la santé sur chaque opération. Pendant la phase de conception, par exemple, quelle est votre mission ? À quel moment vous intervenez ? On intervient dès le départ. On va voir la situation géographique où se situe le bâtiment, voir les interférences avec l'environnement du bâtiment, voir le sol, voir tout ce qui se passe autour de notre bâtiment, et ensuite au fur et à mesure de l'avant-projet, et plus on va monter dans le projet pour voir après toutes les phases et les tâches qui vont avoir lieu pour éviter et mettre en place tous les palliatifs, les modes opératoires qu'on va être obligé de demander pour éviter toute coactivité. Donc, en clair, je prends l'exemple du chantier de Smart, mais c'est valable pour n'importe quel chantier. S'il y a plusieurs entreprises, alors un coordonnateur doit intervenir pour éviter que ces entreprises ne se croisent, Dès qu'il y a 20 travailleurs, plus de 30 jours, il doit y avoir un coordonnateur. Ou bien, si la valeur on appelle ça en hommes-jours, est de supérieure à 500 hommes-jours, c'est un calcul bien évidemment, et bien à ce moment-là, un coordonnateur doit être mis en place, et c'est la loi, c'est la réglementation. Pendant la phase de réalisation du chantier, vous êtes là, vous êtes présent, et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous faites attention à tout ? Vous avez les yeux partout ? On vient aux réunions. Et comme on travaille déjà avec l'inspection du travail, l'OPP-BTP, la CARSAT, c'est vraiment nos alliés, on travaille avec eux, eh bien on fait ce qu'on appelle des contrôles inopinés. Donc on intervient sur le chantier et on gère vraiment la coactivité et on regarde si tout ce qu'on a mis en place dans un plan général de coordination qui est fait avant le démarrage des travaux est bien appliqué et si la loi est respectée. Dans le cas contraire, on la rappelle par le biais d'un registre journal. D'accord. Qui fixe ces normes sur les chantiers ? C'est vous ou c'est le maître d'ouvrage ? Qui décide de ça ? Alors, suivant le chantier qu'il y a, tout simplement, nous connaissons, la loi, puisqu'on a été formé pour ça. On est là pour rappeler la loi. On n'est pas un gendarme, on est plus un facilitateur, puisque si c'est pris en amont, ça va se faire tout seul dans l'opération. Et là-dessus, la loi, elle est là, elle est à mettre en place. Et dans le PGC, on va adapter toutes ces choses-là et on va écrire toutes les choses en plus ce que le coordonnateur demande par rapport à l'opération qui va être faite. Quelle qualité il faut pour exercer ce métier, qui est quand même un métier, j'imagine, assez difficile ? Déjà, aimer les gens. Ça, c'est la première chose. Être communicatif, fort de propositions, c'est énorme. Être là, au bon moment, pour dire attention, je détecte quelque chose. Et toujours, on ne peut jamais parler, on ne parle nous que de coactivité. Mais en fin de compte, on n'est pas là que pour la coactivité. On ne peut pas oublier le non-port d'un casque ou des choses comme ça, qui sont la base de la sécurité. Il y a un fort enjeu pour vous, puisque s'il arrive quoi que ce soit, c'est votre responsabilité civile et pénale qui est engagée. Totalement. Nous sommes, soit le CSPS peut être seul, donc autonome, il travaille pour lui, à son compte, soit il est embauché par une société, comme moi la société d'Écra Industrial, mais la responsabilité pénale et civile du coordonnateur est engagée sur chaque opération. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui est sous-estimé ? Oui, totalement. Sous-estimé et peu connu. Parce qu'en fin de compte, on est quand même des spécialistes que le législateur nous a choisis pour nous mettre au service de quelqu'un qui construit une œuvre architecturale, quelle qu'elle soit, et on est là pour l'épauler, pour l'aider. Voilà. Et pour les entreprises, ne l'oublions pas. Pour les entreprises, pour les employés, des entreprises qui œuvrent pour le chantier. Pas les employés, je n'appellerai pas ça les employés, les compagnons. Les compagnons ? Voilà, ces gens qui sont dehors tous les jours, par tous les temps, et qu'on oublie de parler d'eux, et que c'est eux qui sont là.
et on pense toujours au bâtiment qui doit être fait, mais nous, notre importance, c'est de penser à eux et l'environnement du chantier, ce qui se passe autour. Il ne faut pas que la grue, elle passe au-dessus d'une école. C'est un métier à risque. Ah oui, totalement. Oui. Bon. Eh ben, merci beaucoup Stéphane Miskowitz d'être venu nous expliquer votre fonction qui est encore très peu connue, mais qui, je l'espère, grâce à cette interview, le sera un petit peu plus. Merci. On poursuit avec une page de pub, puis nous parlerons de vacances. À tout de suite. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Beach. Attention, canicule. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour et passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques. Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Rendez-vous au centre-ville de Beach et au Jardin pour la Paix du 26 au 28 juillet pour les estivales de Beach. Au programme, déambulations, spectacles, démonstrations, concerts et cerises sur le gâteau, un parcours d'obstacles ninja. Et dimanche, le grand feu d'artifice. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Le restaurant Victoria à Vitre, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. C'est les vacances pour vos enfants, mais pas forcément pour vous. Pour qu'ils puissent quand même en profiter, certains ont la chance de partir en colonie de vacances. Quels sont vos plus beaux souvenirs? On vous a posé la question. Quel est votre plus beau souvenir de colonie de vacances? Oh, j'en ai pas mal, mais celui dont je me rappelle le mieux, je pense que c'est une sortie camping où on a dormi au bord d'un étang et on s'est raconté des histoires au bord d'un feu de camp et notamment des histoires qui font peur. Et c'était un franche moment de rigolade. Colonie de vacances à Saint-Brévin, bon c'était bien, les parents ça manquait quand même quand on est parti et puis c'est des beaux souvenirs, les activités qu'on a fait. J'ai jamais été. Vous auriez aimé? Oui, pourquoi pas, oui. Alors j'ai jamais fait de colonie de vacances, par contre j'ai un petit garçon qui a 3 ans et j'espère bien qu'un jour il pourra partir lui en colonie de vacances et profiter parce que moi j'ai pas pu profiter. Alors ils sont encore un peu petits pour aller en colonie de vacances et être hébergés, alors là ils sont plus sur des centres aérés, ils partent pour la journée. Quand ils seront un peu plus grands, oui. Mon fils, c'était à la Baroche qu'il était. Bon, il est rentré, il avait maigri de 10 kilos. Hein. Il n'a plus rien mangé et puis bon, ça lui plaisait pas là-bas. Sur les 3, il y en avait 2 qui étaient en colonie de vacances en Bavière. Ça leur a bien plu, ouais. Ils sont sortis voir des lacs, ils sont partis en forêt, ils ont fait des jeux de groupe. Quelle image vous avez des colonies ? Je pense que c'est une bonne chose pour les enfants et puis pour s'épanouir et rencontrer d'autres enfants, faire des connaissances, faire apprendre plein de choses que nous, parents, on n'a pas forcément appris petits ou qu'on pourrait peut-être pas forcément leur apprendre. Et voilà, ça leur apprend à se débrouiller aussi un petit peu sans papa, sans maman et je trouve que c'est une bonne chose. C'est très intéressant en fait les colonies de vacances parce qu'en général les activités sont tournées sur les activités locales, sur la découverte de la faune, la flore. En tout cas moi les souvenirs que j'en ai c'est ça. Ça leur permet de partir parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas partir et de voir autre chose que la maison.
Au début des années 90, la ville de Sarreguemines lançait les tickets sport culture, accessibles aux jeunes de 4 à 17 ans. Ils permettent de s'occuper pendant les vacances en choisissant parmi un large choix d'activités. Monsieur Cunard, qui est à l'origine de ces tickets sport culture ? Alors, ce sont nos prédécesseurs, pour le dire, parce que la tradition de Sarreguemines, qui est une tradition fortement de soutien à la vie associative, elle a toujours promu ce type d'action. Donc, les municipalités, quelles qu'elles soient, qui se sont succédées, avaient pris cette initiative. Donc, comme vous le rappeliez, il faut à peu près dater les tickets sport culture d'environ 25 années aujourd'hui. D'accord. Ces tickets sport culture, ils ont une orientation sociale, puisque ça permet à des jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances de profiter quand même, de voir d'autres horizons. Voilà, évidemment, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'évader et de quitter la ville, même si aujourd'hui le climat compense aussi ça, puisque finalement on n'a pas besoin d'aller chercher la chaleur très loin. Mais la vocation sociale, effectivement, elle est importante parce qu'elle permet à des familles qui n'ont pas nécessairement les moyens de proposer des activités à un coût qui est moindre, puisqu'on est à 10 € à l'inscription pour ces cycles d'activités, donc qui permet au plus grand nombre d'avoir un accès au sport et à la culture, puisque aujourd'hui je suis adjoint à la culture et que je représente mon collègue Marzin Grave qui est absent. Donc c'est l'association du sport et de la culture qu'on propose aux jeunes Sarregueminois. Ces deux thématiques tiennent à cœur à la ville de Sarreguemines ? Alors elles sont importantes. Elles ne s'opposent pas d'ailleurs. J'insiste toujours sur cette notion parce que parfois certains esprits chagrins auraient tendance à dire oui, il y a trop de sport ou il n'y a pas assez de culture, ou l'inverse d'ailleurs. Donc je crois que le sport et la culture sont deux vecteurs essentiels de régulation sociale et de citoyenneté, puisque c'est quand même un terme à la mode mais important, et qui sont donc des axes effectivement que nous avons à cœur, nous, à développer. Monsieur Albertus, je me tourne vers vous. Sarreguemines, ville active et sportive, c'est ce que certifie le label décerné à la ville de Sarreguemines l'an dernier, si je ne me trompe plus. Par cette opération, la ville confirme sa volonté d'être une ville sportive. Oui, c'est une des nombreuses activités que l'on propose et qui a permis, que l'on a valorisé lorsqu'on avait monté le dossier du label ville active et sportive. On avait valorisé la fête du sport, qui est aussi très connue. On avait valorisé la soirée du palmarès sportif, mais les tickets sport en font partie également. Et donc, c'est ce qui a aussi contribuer à cette reconnaissance. C'est aussi un bon moyen, ces tickets sport, d'amener des futurs licenciés dans les clubs. Oui, c'est l'un des intérêts pour les clubs notamment. Les clubs ont l'occasion de présenter leur activité pendant une semaine et non pas seulement pendant peut-être une journée comme c'est le cas à la fête du sport. Là, ils peuvent faire un cycle d'une semaine avec les enfants, leur donner l'eau à la bouche et peut-être leur donner envie de revenir peut-être pour s'inscrire en septembre. Peut-être avez-vous donné la possibilité d'initier des futurs champions ? Mais écoutez, il faudrait que je demande à nos précédents champions, mais je pense que des Aurélie Muller, des Yann Schrub sont certainement passés à un moment donné ou à un autre par les tickets sport culture. Ce serait une bonne idée, ce serait une question à leur poser, oui. D'accord, on leur demandera à l'occasion. Combien de clubs ou d'associations sont partenaires de ces tickets ? En moyenne, on a une trentaine d'associations qui participent, la majorité sportive, mais on a aussi des associations culturelles ou socio-culturelles, comme le Foyer culturel par exemple, qui est un vieux partenaire. Donc on a une trentaine d'associations pour à peu près autant d'activités. On accueille tous les ans à peu près 800 enfants sur toute l'année. Il y a 3 sessions, on va dire, la session des vacances de février, les vacances d'avril et après la grosse session d'été en juillet-août. Est-ce qu'on peut faire un bilan de la session de l'année dernière ? L'été dernier, ça a bien fonctionné ? Ça fonctionne historiquement toujours formidablement bien parce qu'évidemment, on le rappelait, c'est l'accès à un coût moindre, c'est la possibilité évidemment pour les parents d'offrir des activités à leurs enfants. Donc on est sur un total, si on prend les chiffres de cette année, quelques 800 enfants qui sont concernés par ces tickets sport. Donc je crois que d'année en année, mais je parle sous le contrôle de notre responsable des sports, je crois que le bilan reste à peu près similaire. D'accord. On est ces dernières années, on était sur une phase de progression. On est passé de 600 à 700. Là, en 2018, on a atteint les 800. Ça peut varier. Et après, ça peut peut-être revenir à 750. Il y a des éléments, des facteurs. Une année, peut-être les vacances n'arrangent pas la période des vacances n'arrange pas les familles. Certains partent une année, pas une autre année. Il n'y a pas vraiment d'explication. Mais en moyenne, on se rapproche des 800. Alors, si on se rappelle, en 2014, les tickets avaient été victimes de leur succès.
succès à tel point qu'il a fallu réguler un petit peu les accès. Est-ce que cette année, on craint encore de devoir refuser des inscriptions tellement ça a du succès? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les premiers jours d'inscription, on a beaucoup de monde qui vient, c'est vrai. Donc il y a pas mal d'activités qui se remplissent assez rapidement. Mais encore aujourd'hui, par exemple, il reste de la place sur pas mal d'activités. Donc si quelqu'un voulait encore inscrire son enfant là dans les prochains jours et même dans les prochaines semaines, il reste quand même une bonne dizaine d'activités, une bonne quinzaine d'activités sportives ou socio-culturelles de disponibles. Après, il faut juste trouver, parce qu'il y a des catégories d'âge. Il faut voir si l'enfant a la bonne catégorie d'âge par rapport à la pratique, par rapport à la semaine d'activité. Mais on a de quoi normalement contenter pas mal de monde, donc il n'y a pas de souci. L'enfant, il peut choisir par plusieurs activités? Oui, c'est un panel de 4 activités. Donc, comme le disait M. Cunha tout à l'heure, pour 10 €, vous avez le droit de faire 4 activités d'une semaine au choix. Après, comme dit, ce sont les associations qui nous proposent des activités, qui nous proposent aussi les tranches d'âge. Donc on a pas mal d'activités pour les 4-6 ans, les 6-8 ans. On en a aussi pour les 14-17 ans. Donc il faut juste trouver chaussure à son pied. Voilà. D'accord. Quel profil ont les enfants qui viennent généralement? Est-ce que, par exemple, les activités sportives, ce sont des enfants qui sont déjà sportifs ou qui sont totalement novices? Alors, on a de tout, mais la majorité, c'est des personnes et des enfants qui découvrent. On a bien sûr des enfants, parfois des clubs, qui viennent faire encore leur activité parce qu'ils ont envie d'en profiter. Mais souvent, on voit, lorsqu'on discute aussi avec les parents, qu'ils nous disent oui, c'est l'occasion un petit peu de lui mettre le pied à l'étrier, ou c'est l'occasion pour lui de lui faire découvrir. Il fait pas grand-chose, donc je voudrais. Et donc, c'est plutôt comme de la découverte. C'est vrai, oui. On entend souvent dire que les jeunes sont feignants, les jeunes ne veulent plus sortir, les jeunes sont sur les téléphones, sur les tablettes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez cette impression que les jeunes ne veulent plus faire d'activité? Alors la concurrence, elle est rude. C'est vrai que les écrans sont un petit peu prégnants dans la vie quotidienne des jeunes, mais on s'aperçoit que lorsqu'on est capable de leur proposer un certain nombre d'activités, y compris traditionnelles, vous parliez des colonies de vacances récemment, on s'aperçoit qu'ils adhèrent totalement et qu'ils redécouvrent d'ailleurs effectivement parfois des choses qu'ils avaient un peu oubliées, un petit peu ce qui a été notre enfance, qui a bercé nos enfances, où les écrans étaient quand même beaucoup moins présents. Donc tout n'est pas perdu, effectivement, lorsqu'on est capable de leur proposer un certain nombre d'activités, qu'elles soient sportives ou culturelles, ils mordent très très bien à l'hameçon, de manière générale. Alors en tout cas, comme on le disait, il reste encore des places pour ces tickets sport culture. Les inscriptions sont ouvertes les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. Information auprès du service des sports au 03 87 98 93 05 ou à l'adresse mail qui s'affiche également à l'écran. Voilà, de quoi s'occuper jusqu'à la rentrée des classes. C'est ça. Même si c'est pas encore tout de suite, c'est vrai, il ne faut pas en parler puisqu'on a encore le temps. Les enfants, faites pas peur aux enfants. Voilà, les enfants ont encore le temps. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Et on vous souhaite un très bel été. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous aussi un excellent été, de très bonnes vacances et à bientôt.